on s'est fait la répartition au sein du CA pour les animations des ateliers, je me suis dit, c'est un sujet compliqué, si personne ne veut le prendre, ben, je vais me dévouer. Ça ne veut pas dire que je sois plus compétent, plus doué qu'un autre, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je peux vous dire que dans ma vie professionnelle, j'ai connu des établissements de santé pour personnes âgées, ou ce qu'on a appelé les maisons de retraite longtemps, mais qui maintenant sont regroupées sous le terme d'EHPAD, et qu'on a rajouté en fait en 40 ans, ou un peu plus, même 50 ans maintenant, pour mon expérience personnelle et professionnelle, on a rajouté le terme de dépendance. Voilà. Et donc dans les années 70, je faisais des animations musicales dans les maisons de retraite. Et aujourd'hui, quand je vais dans les EHPAD, enfin dans un EHPAD, c'est en tant qu'aidant pour un membre de ma famille. Donc j'ai changé complètement de registre, d'intervenant dans ce milieu-là. Eh bien, je suis maintenant plutôt accompagnant dans le même milieu, mais dans lequel, c'est pas un scoop, c'est un phénomène sociologique qui est avéré, c'est qu'il y a un vieillissement et la dépendance est devenue un fait majeur dans les EHPAD. Donc se poser la question des animations, alors moi je pense plus largement que musical, hein, c'est sonore en général, c'est plus du tout dans les mêmes termes que ce que j'ai connu, comme je le disais, il y a très longtemps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas traiter tous les types d'établissements de la même façon. Ça peut vous paraître évident, mais c'est bien de le rappeler. C'est-à-dire que déjà, pour les établissements, pour les personnes âgées, on sait que c'est le degré de dépendance qui va déterminer la capacité d'attention, la capacité d'écoute, la capacité de participation. Il y a à la fois du physique dans la dépendance, mais il y a aussi du mental, il y a l'audition, il y a la capacité aussi à participer. Et pour ce qui est des établissements de santé, c'est très clair qu'entre l'hospitalisation, là aussi il y a eu des changements. Aujourd'hui, le modèle hospitalier, même si on retire la parenthèse qui dure un peu la pandémie, c'est tarification à l'acte, médecine de jour, ambulatoire, etc. Donc durée de séjour dans les hôpitaux réduite. Et donc, on ne peut pas traiter l'hôpital comme ça en tant que tel. Les bibliothèques d'hôpitaux ont des difficultés, on va dire, pour rester sur un terme un peu neutre. Mais effectivement, la population hospitalière n'a plus du tout les mêmes caractéristiques en termes de durée, disponibilité pour répondre à une offre. Offre documentaire, offre de loisirs, hein, tout ça peut être mixte. C'est plutôt du côté des établissements de soins de suite, de convalescence, de rééducation, etc., qu'on trouvera peut-être là des établissements où un travail sur la durée, même si c'est une durée de quelques jours, mais est possible. Hein. Alors que dans la partie hospitalisation, c'est de mon point de vue aujourd'hui, à moins que parmi nous il y en ait qui aient des expériences, mais ça me paraît beaucoup plus difficile dans l'évolution. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir. Alors, ce n'est pas une typologie figée comme ça, mais d'avoir présent à l'esprit qu'aucune réponse ne sera modélisable ou généralisable, c'est plutôt des exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour, à chaque fois, imaginer, inventer, mettre en place des dispositifs qui permettent d'être présents et d'apporter dans ces lieux du son. Voilà, donc je vais vous proposer de faire un tour très rapide pour que vous puissiez dire en quelques phrases ce que vous attendez de votre participation à cet atelier. Et puis sur ces bases-là, on verra ensuite peut-être un deuxième tour d'expérience. Et puis bien évidemment, dans le premier tour, vous aurez posé des questions. Et on verra si ensemble, on peut y apporter des éléments de réponse ou des propositions d'action. Moi j'ai commencé, hein, je vous l'ai dit, d'animation, maintenant j'en fais plus, un peu avec vous. Voilà, on commence de quel côté? On a le plaisir d'accueillir, mais on va commencer avec Hélène, qui, quand elle n'est pas au RNDL, est aussi la présidente de l'ABF nationale, élue depuis un mois et demi à peine. Ouais. Hein, voilà. Donc c'est un grand honneur et un vrai plaisir. Parce que les relations entre les associations, ce qu'on appelle l'interprofession en général,
a vécu des heures un peu mouvantes. Il y a eu une interassociation archive-bibliothèque-documentation qui aujourd'hui est un peu, on ne dira pas comme pour l'OTAN en mort cérébrale, mais qui est plutôt en stand-by. Mais il y a une autre forme qui fait qu'on a envie de travailler ensemble, à la fois pour être plus fort, plus écouté, avoir une assise et une légitimité plus large. Voilà. Donc à ce titre-là, je suis doublement heureux d'accueillir Hélène. Voilà. Merci pour cette introduction. Donc Hélène Brochard, je travaille à la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, dans le Nord. Et avant d'être présidente de l'ABF, et je suis encore, le temps de trouver quelqu'un qui me remplace, longtemps été responsable de la commission hôpitaux-prison au sein de l'ABF, donc une commission qui travaille spécifiquement sur les questions des bibliothèques en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite à cet atelier, parce que quand même depuis plusieurs années avec les collègues de la commission, on intervient en formation, en journée d'études, vraiment pour essayer d'inciter les collègues à nouer des partenariats avec les établissements pénitentiaires et les établissements de santé. On sent que c'est une dynamique qui prend et que ces partenariats-là sont de plus en plus nombreux et on s'en réjouit. Il y a eu notamment sur la question des établissements de santé un gros travail qui a été fait avec la participation de l'ABF et la FIL, un site internet qui s'appelle Lire en établissement de santé. Tout le monde connaît la FIL? Non. Fédération interprofessionnelle interrégionale. La FIL, c'est avec la fédération qui va regrouper tous les centres régionaux des lettres. Donc à l'échelon de votre région, vous avez sûrement un centre régional du livre et de la lecture ou des lettres. Ou une agence. Et la FIL fédère l'ensemble de ces régions, de ces agences. Et donc la FIL a son siège à Paris et elle va porter à la fois toutes les questions qui ont trait à l'économie du livre et de la lecture, c'est-à-dire que la FIL, à la différence des associations professionnelles de bibliothécaires, elle s'occupe aussi des libraires, des éditeurs. On est vraiment sur l'économie du livre en général. Donc il y a un site internet qui a été, vous pouvez retrouver la vidéo en replay, le site a été présenté lors du congrès de l'ABF en ligne l'été dernier, enfin en juin dernier. C'est un site sur lequel vous allez avoir les accès multiprofessions, ça veut dire je suis bibliothécaire, je souhaite intervenir en établissement de soins. Je suis artiste, auteur, intervenant, je veux intervenir. Il y a aussi une entrée pour accompagner les artistes et intervenants et une entrée enfin pour le personnel médical ou administratif hospitalier pour monter des projets culturels au sein de son établissement. Donc ça c'est un site qui est très riche et qui répond à un véritable besoin parce que souvent quand on a envie de faire un partenariat, on ne sait pas par où commencer, quel que soit le côté où on se situe. Maintenant, ce site, il a vocation à vivre et à être alimenté. Et donc, il faut vraiment faire remonter maintenant des expériences dessus. Et cet atelier d'aujourd'hui, il est d'autant plus intéressant parce que du coup, on a beaucoup abordé la question du livre et des actions autour du livre, alors qu'effectivement, tout ce qui touche à la musique ou alors aux interventions autour des bibliothèques musicales, mais au sens très large, ce sont des lieux où on peut faire énormément de choses aussi. Et donc moi je trouve ça intéressant d'y ajouter ces expériences et ces projets-là. Voilà. À titre personnel, j'ai mené quelques actions. Je rejoins complètement Christian sur son introduction. Sur le changement du modèle hospitalier, ça c'est des problématiques qui sont identiques aux questions des livres. En milieu hospitalier, c'est une durée moyenne de séjour de 3 jours pour la plupart. Par contre, il y a effectivement de beaux projets à monter, là où les gens restent plus longtemps, donc on est sur les soins de suite. Il faut penser aussi aux hôpitaux psychiatriques, où les gens restent longtemps et où on peut faire et où là le personnel en plus est en attente de partenariat et où c'est vraiment la dynamique de la vie de l'établissement de mener des projets sur le long terme, alors que dans d'autres on est sur le soin rapide. Voilà, je
Merci. Bonjour, moi je suis Julie Pourreau, je travaille à l'action culturelle de la SACEM, donc pas du tout en bibliothèque et médiathèque. Donc tout ce qui est soutien effectivement à des projets de création, diffusion musicale. Ma présence aujourd'hui, c'est vraiment lié à un enjeu qu'on a identifié nous, qui est de renforcer la présence des auteurs-compositeurs dans les territoires et de voir comment travailler sur cette notion, encore davantage cette notion d'éducation artistique et culturelle dans tous les temps et lieux de vie. Parce qu'on a déjà une action assez forte pour le public scolaire, mais on a mené déjà des expérimentations dans le champ de la santé. Et effectivement, mon souhait, c'était de voir un petit peu comment aujourd'hui les bibliothèques et les médiathèques se positionnaient sur ce terrain-là, puisqu'on a aussi des problématiques effectivement d'auteurs-compositeurs qui souhaitent mener des actions dans le champ de la santé, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui sont les bons interlocuteurs. On a aussi ces questions-là de comment monter un projet, trouver les bons partenaires. Donc c'est vrai que ça m'intéressait de voir, d'échanger avec vous sur les expériences que vous aviez pu avoir ou les problématiques que vous vous posiez, voir s'il y a des choses qui se recoupaient, si on pouvait réfléchir effectivement à des solutions ensemble. L'idée, nous, c'est bientôt, pour vous donner un peu un calendrier par rapport à où on en est, on va lancer un appel à projet d'ici la fin du mois pour des projets d'UAC dans tous les temps et lieux de vie. Donc on a vraiment aussi cet enjeu de voir comment structurer davantage les projets des auteurs-compositeurs dans le champ de la santé. Voilà en quelques mots assez rapides pour ma partie. Bonjour, moi je suis Virginie Barraqueta, je travaille à la bibliothèque départementale des Pyrénées-Atlantiques. Et donc on travaille avec quelques EHPAD et un institut d'éducation motrice. Il y a une bibliomédiathèque qui a été montée, ce sont les jeunes de la structure qui gèrent la médiathèque. Donc on a des échanges réguliers avec cette structure-là. Et les EHPAD avec lesquels on travaille, en fait, ce sont surtout des endroits qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de médiathèque. Mais du coup, voilà, on intervient, nous, sur ces territoires-là, on les a identifiés comme ça. Après, ça a été une volonté à un instant T, peut-être qu'on va être amené à ouvrir plus, amener plus de collections, plus nos fonds sur d'autres EHPAD, et pourquoi pas, oui, des musiciens dans les EHPAD, bien sûr, c'est pas exclu. Voilà. Vanessa Overall, je travaille au service de lecture de l'Écluse. Pour l'instant, on n'a pas développé de partenariat particulier, mis à part le fait que j'ai fait venir, par le biais de l'association Musique et Santé, je vais venir une intervenante pour qu'elle vienne faire une intervention sur la musique et les personnes âgées. Donc la plupart des personnes qui étaient à cette formation, c'était des animatrices en EHPAD. Donc on a travaillé un peu en partenariat avec elles. Elles étaient très, très contentes parce qu'évidemment dans les EHPAD, ils n'ont pas du tout ce type de formation. Voilà, donc ça c'est vrai, bon là ça s'adressait vraiment aux animatrices d'EHPAD, il y avait très peu de bibliothécaires musicaux. Et sinon, là on a fait une grande opération de désherbage et je les avais plus de 8000 disques, donc je me suis orientée aussi vers les EHPAD. Pour l'instant, très peu m'ont répondu. Voilà. Pour des dons de CD. On a fait je rebondis sur des dons de livres, notamment sur un hôpital psychiatrique, justement. Voilà. Ouais. Aurélia Fautrel, je viens de Romorantin-Lanthenay, dans la région centre. Nous, il y a déjà eu des actions à l'EHPAD de Romorantin et à l'hôpital aussi, au niveau du conservatoire. Donc il y a déjà des concerts qui se font, surtout à la période de Noël, quelquefois au mois de juin aussi. Et pour la médiathèque, on avait une collègue qui allait faire des lectures pour la pédiatrie. Et en fait qui n'y va plus parce que c'est une collègue qui avait que quelques heures au niveau de la médiathèque et qui était aussi au service financier, et maintenant elle est à temps plein au service financier. Donc pour l'instant il n'y a plus rien qui se fait. Et en fait moi j'aimerais bien mettre la machine en route, on va dire, et organiser le portage de documents et à l'EHPAD et à l'hôpital. Donc au niveau des soins de suite et aussi à la structure qui est appelée les Magnolia. Donc les Magnolia, c'est la maison de retraite de l'hôpital. Mais en fait, donc ça n'a jamais existé. Donc comment faire, comment s'organiser.
sachant que là-bas, il n'y a pas non plus de matériel pour l'écoute. Et peut-être se mettre en partenariat avec le Centre culturel Leclerc. J'ai déjà vu des choses là-dessus pour obtenir des lecteurs. Je me suis mise en relation avec l'animatrice de l'hôpital. On s'est rencontrés il y a 15 jours, donc c'est tout frais. Donc je suis preneuse de toute bonne idée. Voilà. Alors Bertrand Garot, je suis responsable de la musique et du cinéma dans une des médiathèques de Tours. Donc j'ai la chance d'être dans un établissement pour lequel un foyer logement jouxte la médiathèque. Alors je suis fraîchement arrivé dans cette médiathèque-là, j'ai trouvé une autre médiathèque à Tours et donc bien évidemment les petites blagues du Covid font que mettre des projets en place, ça n'est pas forcément possible. Et moi évidemment je vais mettre très rapidement en place aussi je pense du portage, mais peut-être des quiz, des thés dansants, des choses comme ça. Et en parallèle, j'avais commencé à travailler sur un projet pour associer la musique et la maladie d'Alzheimer, en l'utilisant comme stimulation. Et c'est stand-by aussi, mais je pense que j'ai bon espoir d'y attaquer vraiment la cette année. Voilà. Moi, c'est Muriel Pujard, je suis responsable de la musique et du cinéma à la médiathèque de Saint-Avertin à côté de Tours. Je n'ai jamais fait d'animation en EHPAD ou en établissement de santé, c'est une curiosité que j'ai, sachant que mon collègue en jeu vidéo a commencé lui à aller en EHPAD justement pour faire des animations sur le jeu vidéo et pour faire jouer les gens à Mario. Et moi je suis curieuse de savoir ce qui peut se faire vraiment en musique parce que je vous avoue que c'est un public que je connais pas beaucoup en fait, que je connais même pas du tout pour ainsi dire et je suis curieuse. Bonjour, Sophie Cornière, donc je suis membre de la CIN, j'ai participé à l'organisation de la table ronde qui aura lieu demain sur laquelle le PNN intervient aussi et donc j'étais un peu curieuse de voir ce qu'allait donner cet atelier, mais aussi curieuse des différents retours d'expérience parce que c'est pareil, maintenant j'accompagne des proches dans les EHPAD et je m'aperçois qu'en fait il y a une génération qui arrive dans les EHPAD et qui n'écoute pas les roses blanches, mais qui a écouté du hard rock, du rock et en fait quand on voit la pauvreté des propositions, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Amandine Minard, donc je fais partie du CAMS et du bureau. Je suis responsable de la bibliothèque nomade à Toulouse, donc au réseau des bibliothèques de Toulouse. Et au niveau de la bibliothèque nomade, outre le service des bibliobus, on a aussi un service qui est dédié aux collectivités, donc où on fait des dépôts de livres de la petite enfance jusqu'aux maisons de retraite et on intervient du coup dans le cadre des maisons de retraite musicales que les collègues portent. Mais on propose aussi des actions culturelles, alors un petit peu en maison de retraite dans le cadre de Senior et Plus, qui est une grosse animation portée par la ville de Toulouse en septembre. Et puis après, au-delà des maisons de retraite, on intervient aussi en maison d'arrêt et en restaurant social, où on porte aussi des animations musicales qui sont portées par l'action culturelle de la bibliothèque de Toulouse. Donc voilà, donc je me suis inscrite à cet atelier parce que du coup c'est devenu mon corps de métier, puisqu'avant j'étais responsable du pôle musique de la médiathèque José Cadalis. Et donc je suis preneuse de toute idée, et, voilà. Donc on fait des petites choses, mais du coup je me dis peut-être que vous avez des super idées géniales. Julie Vidal, je travaille à la médiathèque de Louviers dans l'Eure. Comme beaucoup, j'ai de la famille dans ce type de maison de santé, que ce soit en EHPAD ou en hôpital psychiatrique, tout ça. Donc le handicap, même la vieillesse, me touche beaucoup et j'aimerais beaucoup faire plein de choses, notamment avec l'EHPAD de Louviers ou d'autres établissements. Florence Delaporte, donc je travaille à l'agence ALCA, l'agence régionale pour le livre et le cinéma. Je suis responsable des bibliothèques.
et où nous allons porter des dispositifs en direction des prisons. J'ai été aussi dans une autre vie responsable des publics à la bibliothèque d'Épinal, où j'intervenais en maison de retraite. Aussi, je suis intervenue en prison aussi à titre d'auteur. Et donc, ce sont des informations dont j'ai besoin de me nourrir pour réfléchir à ce qu'on va proposer en Nouvelle-Aquitaine comme journée professionnelle ou thème de réflexion pour nos commissions de bibliothèque ou autres moments professionnels de rencontre. Il me semble que le grand âge, c'est quelque chose qui nous préoccupe de plus en plus. Et puis, il va y avoir l'ouverture, c'est pas déjà fait, du village Alzheimer en Dordogne, c'est déjà fait. Et donc là, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre et à partager. Voilà, la musique, pour le grand âge, c'est quelque chose, je n'ai pas la moindre idée comment ça peut se passer. Je suis très preneuse de savoir qui fait quoi où. Pour pouvoir passer l'info, on a essayé avec les textes enregistrés qui ont des problématiques propres. Maintenant, plus que les lecteurs Victor deviennent abordables. Et c'est intéressant, mais quid justement de la musique et en prison et dans les établissements pour personnes soit déficientes mentales, soit vieilles, soit les deux. Françoise Casimir, je suis responsable de la musique cinéma à Meaux, à la médiathèque Luxembourg et une des médiathèques du réseau. Moi je viens parce que on ne fait rien, voilà, mais ça m'interpelle. Effectivement, on a un EHPAD juste derrière, donc il y a un service de portage qui avait vu un tout petit peu le jour juste avant le Covid, donc ça a été complètement stoppé. Donc ça, je pense que ça sera remis en place. Par contre, là, je m'interpelle un peu sur la musique et ce qu'on peut faire, notamment pas forcément avec des musiciens, mais plutôt sur des principes d'écoute. Voilà, je m'interroge sur les droits aussi, toujours un peu de frein sur ces supports, voilà, sur ce qu'on peut faire quand on sort de notre structure aussi. Quelle marge de manœuvre on a, voilà. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un documentaire qui m'a assez bouleversé sur Arte, je ne sais pas si vous l'avez vu. Justement, c'est pas d'Alzheimer, c'est pas Music and Memory, c'est une association des États-Unis qui en fait travaille sur. Voilà, il va dans des EHPAD, dans des hôpitaux psychiatriques également, et en fait, il fait écouter des musiques aux personnes qui sont hospitalisées en faisant des recherches auprès des familles sur des musiques qu'ils aimaient vraiment. Et voilà, il fait écouter des casques, et c'est assez spectaculaire, effectivement, ça ravive la mémoire, etc. Donc je me disais, franchement, il y a des choses à faire. Je rejoins aussi en me disant, on arrive quand même là à une génération où on n'a plus les roses blanches. Donc voilà, là aussi, il y a quand même des choses à faire, un peu différentes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est plutôt des questions. Elisabeth Chastagnol, je travaille à la bibliothèque départementale de la Haute-Loire. On a commencé à travailler avec les EHPAD depuis 3 ans à peu près. On fait des petites animations. On a acheté des valises musique avec une animatrice. Voilà, on fait des choses. Ça marche bien. Aussi avec les personnes autonomes, pas que celles qui sont dans les EHPAD, c'est-à-dire des personnes âgées qui vivent dans des villages seules. On va les chercher et on les emmène à l'animation aussi. Il ne faut pas les oublier, ces gens. Et puis voilà, donc on a commencé ces animations-là. On a aussi une valise, 2 valises spéciales musique et personnes âgées avec un lecteur CD bien gros, avec des grosses touches. Voilà. Donc, il faut que les animatrices des EHPAD les utilisent, et c'est pas facile, elles n'ont pas trop le temps. Et puis on travaille aussi avec l'association musique et Alzheimer. Il y a une association vers chez nous et on commence à travailler avec elle aussi. Il y a des choses en place. Et ma question, c'est surtout avec les prisons. J'aimerais bien qu'on puisse travailler avec la prison. Mais là, c'est pas facile parce qu'il y a des lois, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, il va y avoir des expériences là-dessus. Paulette Routoile-Carrage, je travaille à la bibliothèque départementale de la Haute-Vienne. Voilà. Nous, il y a quelques années, on a organisé une formation
en direction des bibliothèques pour qu'elles commencent éventuellement pour approfondir, pour travailler avec les EHPAD. Donc c'était une formation commune avec les animateurs des EHPAD. Et bon, on pensait que ça allait, ou alors c'est peut-être nous qui n'avons pas su aller assez loin, mais on tablait sur le fait de travailler plus ensemble. Et finalement, ces deux mondes qui ne se sont pas forcément vraiment rencontrés. Voilà. Donc à la suite de ça, cette formation que nous avions organisée, on a commencé à faire des valises destinées aux bibliothèques de notre réseau pour qu'elles puissent les utiliser en EHPAD, alors sur le souvenir, en achetant des jeux chez Adoralu, des choses comme ça, et sur les métiers, pas mal de choses. Où on a mis multi-support, il y avait aussi bien des livres. Bon, alors elles sont un petit peu sorties, mais pas tant que ça, parce qu'on s'est aperçu aussi que sur le département, il y avait peu de bibliothèques, finalement, qui travaillaient avec les EHPAD. Alors là, nous avons inclus un nouveau marché sur la bibliothèque qui va s'intéresser aux personnes empêchées, donc c'est beaucoup plus large. Et moi aussi, du fait d'avoir quelqu'un de ma famille qui fréquente de temps en temps, qui a des problèmes psychiques, donc je me suis aperçue en regardant un petit peu ses amis qu'une grosse partie de ces personnes-là, ces jeunes, passaient une grosse partie de leur temps devant la télé, et que souvent, pour certains, ils ont des facultés pour lire, mais d'autres pas, ça dépend quand est-ce qu'ils sont malades. Ce qui fait que du coup, je trouve qu'on ne va pas assez vers ces personnes-là, parce que finalement, ce sont des jeunes. C'est-à-dire que le handicap, tant qu'on est enfant, on est un petit peu suivi, mais à partir du moment où vous êtes adulte, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, si vous n'avez pas des familles très engagées ou qui font des choses qui cherchent, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Bon, la BFM, on voit bien, ils accueillent des fois des jeunes qui passent du temps dans les locaux, dans leurs locaux, mais nous, au sein de la bibliothèque départementale, c'est pas du tout un public qu'on touche, et alors que, pourquoi pas, on va beaucoup parler de troubles 10, des choses comme ça, mais on ne pense jamais à toutes les personnes qui fréquentent malheureusement les hôpitaux psychiatriques et qui n'ont rien. Donc, je remplace une de mes collègues, parce que moi, je suis bientôt à la retraite, mais une de mes collègues devait venir à cause des problèmes de Covid, elle a préféré s'abstenir. Donc, je prends des notes pour elle pour la suite. Bien, merci pour ce tour de table. J'ai noté pas mal de choses, on a de la matière, même si j'ai retenu du début du tour une expression de zone blanche qu'on utilise d'habitude pour les couvertures en réseau. Et je pense qu'elle s'applique tout à fait aussi à nos problématiques de territoire. Donc ça, je pense que c'est un axe de travail sur lequel on devrait se pencher, c'est-à-dire une évaluation, chacun dans notre secteur bien sûr, on n'a pas, en tout cas pas dans cet atelier, ni la capacité, ni la mission de faire une étude nationale, mais il apparaît évident que les initiatives restent, on va dire, individuelles, même si elles sont portées par des établissements. À ce niveau-là, il n'y a pas de stratégie nationale, par exemple, sur ce genre d'approche, ni dans l'identification des besoins, ni dans la couverture réelle des territoires, c'est-à-dire un recensement, par exemple, des initiatives existantes. Voilà, alors je ne veux pas arriver à la conclusion tout de suite, on verra tout à l'heure, avant de se quitter, ce qu'on peut fixer comme piste de travail, qu'on pourrait confier à nos associations professionnelles, par exemple, pour les faire remonter auprès de nos tutelles et partenaires. Voilà, donc cette question des zones blanches, elle me paraît importante, parce qu'elle en amène une autre, ou deux autres peut-être, c'est quels outils nous permettent d'identifier sur un territoire les partenaires existants ou potentiels et les besoins.
Là, on a brassé très large, hein, on l'a vu dans ce tour de table. Dans l'intitulé, les prisons n'apparaissaient pas. Mais si à l'ABF on a fait une commission, on a rejoint les deux, c'est pas seulement parce qu'on manquait de monde pour remplir les deux, c'est aussi parce que cette notion de lieu de privation de liberté, elle n'est pas seulement juridique ou pénale, elle peut être aussi sanitaire. Voilà. Donc je pense que même si le lieu de privation de liberté, c'est un terme institué qui est peut-être un peu enfermant, on peut quand même l'avoir présent à l'esprit pour ne pas oublier d'institutions, comme on voit aussi pour les jeunes. Si on met EHPAD dans l'intitulé, on pourrait ne se focaliser que sur les services aux personnes âgées, au 3e, 4e âge. Mais si on pense plutôt au lieu de privation de liberté, quelqu'un l'a bien introduit, il y a la question des hôpitaux psychiatriques, il y a la question des établissements spécialisés d'accueil, etc. Et je pense que c'est une problématique en tout cas qui est commune. Celle de l'accès à de la documentation, l'accès à l'information bien sûr, mais aussi l'accès aux loisirs, à la musique, à la pratique musicale. Et moi, je voulais rajouter quelque chose et je vous proposais de faire un deuxième tour sur cette question donc, de l'identification et des outils pour explorer un territoire et construire une stratégie sur ce territoire. La question des bibliothèques sonores aussi. Parce que, tout comme pour les ludothèques, il nous a fallu des années pour apprendre à travailler avec un réseau qui était parallèle au nôtre, moi, je constate que c'est pas toujours connu ou pas toujours facile de travailler avec les bibliothèques sonores. On connaît tous les associations donneurs de voix, la Fondation Valentin Houy, etc. Mais là, on est aussi pour moi dans le même type de service, c'est-à-dire apporter plus largement qu'une offre musicale, quelque chose qui est du domaine du sonore, et que quelqu'un l'a dit pour les contes, par exemple, mais c'est valable aussi pour la littérature, etc. Dans les bibliothèques musicales, on a aussi dans nos index celui des documents sonores non musicaux. Et je pense que c'est important aussi d'intégrer ça. Voilà, donc moi je vous propose, alors ça peut être en pop-corn, on n'est pas obligé de faire à chaque fois un tour complet, sur cette question de identifier à partir de zones blanches, hein, parce que je trouve que le terme est assez parlant, comment on peut se doter d'outils pour identifier les partenaires, les besoins de ces partenaires, ou les besoins satisfaits ou non, et puis ensuite peut-être la qualité et ce qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Je garde d'autres questions pour faire un autre tour plus tard. Quelqu'un se lance? Est-ce qu'il y a des liens avec les DRAC? Parce que les DRAC portent beaucoup d'appels à projets culture santé, culture justice. Ça peut être une bonne ressource peut-être pour voir déjà ce qui est accompagné par les DRAC, ce qu'elles peuvent, les liens qu'elles peuvent faire. Enfin, je lance l'idée comme ça parce que nous, effectivement, on voit que dans beaucoup de projets, on soutient aussi des projets dans le champ de la justice. Et en général, les DRAC abondent ce type de projet-là, donc elles ont une action assez volontariste, parce qu'elles ont des crédits déconcentrés pour mener ce type d'appel à projet. Est-ce que vous, en tant que médiathèque, vous avez des liens avec les DRAC? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Je pose la question comme ça, très... pas du tout. Excellente question. Parce que pour le coup, ça peut être une ressource. Alors, selon les régions, je crois qu'il y a des... Enfin, moi, je sais, dans les Hauts-de-France, on a un poste à la DRAC dédié aux conventions interministérielles. Sinon, on a une conseillère DRAC qui s'occupe que des partenariats culture justice, culture santé. Mais le plus souvent, dans le cadre culture santé, c'est les établissements qui vont être subventionnés. Oui, c'est pas les médiathèques. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à aller motiver l'établissement à monter un projet et à déposer le dossier. Ça vous donne une idée des partenaires possibles, parce qu'il y avait aussi la question de l'identification des partenaires. Ça peut être aussi une piste. Faire appel à ces correspondant à la DRAC, parce qu'effectivement, on a une porte d'entrée qui est celle du service du livre, mais il y a celui du spectacle vivant, il y a celui du patrimoine, il y a celui de l'action culturelle, de l'éducation artistique et culturelle, etc. Déjà, je pense que la première démarche, c'est de ne se priver de rien, c'est d'observer l'organigramme de sa DRAC et de voir quels sont les partenaires potentiels par rapport aux
correspondance qu'on trouve entre nos projets et leur mode de réponse, puisque ça fonctionne parfois par silo, parfois ils bossent bien entre eux et voilà, ça dépend. Là, chaque DRAC a aussi ses particularités. Donc on ne peut pas aller plus loin que de se fixer des pistes de travail. Avant d'oublier, excuse-moi, pour les prisons, on a fait un gros travail dans la bibliothèque départementale de la Loire avec le centre de détention de Roanne. Ça vaudrait le coup que tu les contactes à Montbrison, parce qu'il y a maintenant une dizaine d'années d'expérience sur un travail pérenne avec un centre de détention. À Nancy. Pardon? À Nancy, à la bibliothèque, il y a une bibliothécaire à plein temps pour les relations avec la prison. À la prison. D'accord. Là, je en parle parce que Haute-Loire et Loire, il y a une proximité. Et Julia pourra contacter la nouvelle directrice. Moi, je peux rebondir sur la DRAC. Ça me pose une question. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais la DRAC, elle subventionne pour impulser un projet. Mais quid de la pérennisation de ces projets derrière? Parce que qui dit plus de subvention, quels moyens on peut mettre en œuvre, qu'ils soient matériels, mais aussi humains. Ça m'interroge du coup, parce que je pense qu'effectivement, la DRAC, on peut trouver des piécettes, des miettes, même de vraies subventions. Mais comment faire derrière, surtout pour les collectivités territoriales et les petites communes? En fait, ce qui est intéressant chez les DRAC, c'est que, c'est ce que vous disiez, elles sont en contact avec des établissements qui ont fait des démarches. Et donc, si ces établissements ont fait des démarches, pour la bibliothèque, c'est déjà beaucoup plus facile de décrocher son téléphone et d'appeler l'établissement, parce qu'on sait qu'on va avoir une écoute. En fait, j'ai appelé direct les maisons de retraite et j'ai pris rendez-vous avec les directrices en général. Les EHPAD, c'est des directeurs. Et voilà, et on s'assied et on décide qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous avez des expériences dans ce champ-là? Ouais, direct. Et c'est comme ça, s'ils disent on ne peut pas, on va pas. Mais quelquefois, enfin, la plupart du temps, la réaction, ça a été on n'avait pas pensé à la bibliothèque. Et donc, alors forcément, là, les portes s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. En fait, ce que les DRAC vont pouvoir aider pour les partenariats, ça va être de vous dire s'il y a des référents culture au sein des établissements. Parce qu'en fait, selon leur organisation, il y a des établissements de soins qui ont au sein de leur organigramme soit du personnel soignant, soit du personnel administratif qui est délégué, déchargé, de moins en moins déchargé, sur les projets, sur tous les projets culture. Et ça, c'est ce que dit Madame, dès qu'on a un nom, c'est déjà beaucoup plus facile, parce que sinon on s'attaque à un organigramme d'hôpital, et là, ça va faire. Sinon, tu poses une question très juste, c'est la DRAC finance le lancement d'un projet, quid de la pérennité. Il me semble qu'effectivement, cette culture de la subvention, qui ne fait que se renforcer, c'est de passer par des appels à projets. C'est une politique qui est tellement maintenant généralisée, engagée, qu'on ne va pas, nous, avec nos petits doigts musclés, aller contre ça. Donc on doit l'intégrer et s'inscrire là-dedans, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut simultanément penser effectivement le financement pour le lancement du projet, mais s'appuyer aussi sur cette légitimité donnée par un soutien national, via la DRAC certes, mais enfin c'est l'argent public, c'est l'État, pour pouvoir entamer l'autre partie aussi importante de la négociation, celle de la pérennité, c'est que ce soit inscrit dans la politique culturelle de l'établissement et de là ou des collectivités dont on parle, que ce soit le département, la communauté de communes ou d'agglos de plus en plus, parce que quand j'entends les petites communes, les petites bibliothèques, etc., bon, c'est très clair qu'il y a des échelons maintenant dont on ne peut plus faire l'économie, à moins de se perdre entre les deux, quoi. Voilà. Le département aussi, c'est une ressource très importante au niveau de la santé. Parce que c'est eux qui donnent leur accord pour accepter sur leur territoire un EHPAD privé ou pas. Et le département des Landes a refusé systématiquement toute implantation d'EHPAD privés.
on comprend maintenant pourquoi, mais ils ont pu anticiper ça. Il n'y a que des EHPAD publics sur le département des Landes. Donc il doit y avoir des sacrés interlocuteurs là pour nous, et des gens engagés à interroger. Mais quelquefois, il se trouve que, parce que bon, je travaille pour le département et il y a quelques temps, les services qui s'occupaient des personnes âgées nous avaient pris rendez-vous avec la bibliothèque départementale parce qu'ils avaient des dotations, comme je ne me rappelle plus du nom, et qu'il y avait des possibilités de faire des choses avec eux. Donc à l'époque, notre direction n'a pas voulu aller dans ce sens-là, mais il se trouve que c'était par rapport aux EHPAD. Et là, aujourd'hui, c'est nous qui avons été demandeurs et qui les avons rencontrés. Et leur politique a complètement changé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours les dotations, mais maintenant les dotations, c'est pour parce qu'ils se sont rendus compte que petit à petit, ils avaient plus de personnes qui restaient à domicile que de personnes en EHPAD. Donc maintenant la politique va plutôt sur des projets pour les gens qui sont plus restés chez eux. Voilà. Donc c'était juste pour dire que vous voyez, d'un département à l'autre, il y a des moments où ils prennent des, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à avoir refusé des établissements privés, ils prennent des orientations. Et là, il faut savoir qu'eux, ils ont des dotations relativement importantes. Pour peu qu'on ait les idées et qu'on sache les construire et de faire des choses, ils sont plutôt demandeurs parce qu'ils voilà. Bon, nous, on n'a pas opté pour ça finalement parce que c'est plus sur les 10, des choses comme ça en ce moment, mais eux étaient plutôt demandeurs des services des personnes âgées. Donc ils ont changé complètement leur politique. Parce que, voilà. Alors ça, par contre, je m'en étais rendu compte, si vous voulez, avant de reparler de ce projet-là, j'avais regardé les chiffres. J'avais demandé au service du conseil départemental, on peut, n'importe qui, pour peu qu'on soit professionnel, on peut leur demander leurs chiffres, combien ils ont de personnes aidées, dans quel cas, tout ça. Ils vous les donnent. Et la proportion de personnes âgées, bon. Et c'est là que je m'étais aperçue, si vous voulez, que les chiffres avaient complètement basculé. Il y avait plus de personnes qui restaient à domicile que de personnes qui allaient en EHPAD. Parce que la Haute-Vienne, il faut savoir que c'était tout pour les... Enfin, ils avaient beaucoup insisté, incité que les personnes aillent en EHPAD. Je me rappelle parce que ça m'avait un peu... On ne trouvait pas, vous savez, des familles accueillantes, des choses comme ça. Ils n'étaient pas aidés pour ça. C'est en train de changer. D'autres réactions? Pour les ressources et les outils, vous avez les agences régionales de santé, les sites des ARS sur lesquels vous avez la liste des établissements sur un territoire. Et je rebondis parce qu'il y a la... Alors ça s'est longtemps posé en bibliothèque sur les écoles et sur les crèches, mais ça va se poser aussi effectivement pour les établissements de soins, la question privée-publique. Parce que vous pouvez avoir des collectivités qui mettront un veto sur une intervention de la délégation personnelle sur ce qu'ils appellent du vrai privé, du privé lucratif. En tout cas, je sais que ça existe. Donc il y a cette précaution-là à avoir, en tout cas par le biais des conventions, et à vérifier, parce que ça se pose beaucoup, notamment sur la question des maisons de retraite. Et des cliniques aussi, maintenant de plus en plus. Ça me permet de rebondir là sur ce que tu dis, c'est que moi je me pose aussi la question de qui détermine la mission. Il s'avère que dans les bibliothèques, on a une culture historiquement bien ancrée de l'autonomie dans le choix de certaines missions qui ne sont pas inscrites ni dans la politique culturelle de la ville, ni dans un programme électoral, ni dans une volonté affichée. Et que simplement, même si souvent on peut se dire qu'en bibliothèque on a à se faire reconnaître notre légitimité, etc., il y a cet espace d'autonomie, de semi-liberté, de liberté surveillée, qui fait qu'on peut se lancer dans des initiatives. La moitié des initiatives que j'ai prises en bibliothèque, dans ma vie professionnelle, j'ai d'abord testé avant de préparer un dossier pour le faire valider par la collectivité. Mais en toute logique,
j'aurais pu me faire taper sur les doigts, c'est arrivé même quelques fois. Ça va mieux quand ça réussit. Mais voilà, donc moi c'est une question que je me suis posée de façon récurrente, mais que je vous pose aussi, c'est que par rapport aux expériences dont vous avez déjà fait état, savoir si ça part d'une initiative individuelle, d'une équipe au sein de l'établissement dans son ensemble, quel est le degré de négociation préalable ou de validation avec votre autorité. En fait, voilà, est-ce que c'est un choix ou non? Parce que souvent, ça peut expliquer ensuite, soit que la pérennité, elle est dure, complexe à mettre en œuvre, comment, vous faites des choses, c'est très bien, vous auriez pu nous en parler, enfin, je vous laisse imaginer, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez, ceux qui ont des expériences, nous dire, effectivement, si vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça, c'est un point incontournable. Pour ma part, c'est une initiative individuelle, parce qu'on a chaque année un programme de formation. Et comme on développe le partenariat, donc j'ai passé tout de suite aux EHPAD. Et bon, voilà, donc ça a intéressé beaucoup de monde. J'ai dû refuser de nombreuses personnes, parce qu'au département, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au niveau des EHPAD. Et, mais après, voilà, vu le succès, j'ai demandé à ce qu'on puisse refaire cette formation, parce que ça intéressait vraiment beaucoup de monde, ça a été refusé. Et après, c'est vraiment des initiatives individuelles, comme le don des CD auprès des EHPAD. Je fais ça toute seule, j'ai aucune. Voilà, il n'y a pas de suivi ni par la direction, il n'y a aucun suivi. C'est des expériences comme ça que je fais, mais il n'y a pas de. Je ne suis pas épaulée dans quoi que ce soit. Malheureusement, c'est dommage. Les dons ont quand même été faits en respectant l'aliénation des biens du public. Oui, ça ce côté-là, oui. Ok. C'est juste dans la destination aussi. Voilà. Parce que la loi maintenant inscrit. D'accord. Oui, mais vous savez, quelquefois, nous, on ne l'a pas fait comme ça de notre propre initiative. Il s'était bâti, comme tous les 4-5 ans, un plan de développement de la lecture publique sur le département. Et comme public cible avait été choisi à l'époque les publics empêchés. Donc, donc après, on a décidé, donc, comme c'était inscrit, il fallait bien faire quelque chose. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un petit moment quand même que ça n'avait pas été trop abordé. Donc après, on a demandé dans le personnel qui était éventuellement volontaire, comme les gens ne se sont pas précipités. Bon, finalement, on a été 2 à bien vouloir. Mais bon, je veux dire, c'est pas un accompagnement non plus. Quelquefois, il vaudrait mieux que ça se passe autrement. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux qu'il y ait des équipes qui s'en emparent, qu'on soit plusieurs, enfin, que ce soit des trucs, des tâches, des choses en transversalité. Parce que je pense que c'est un enrichissement et les projets ont peut-être plus de chances, à mon avis, d'aboutir parce qu'on amène tous notre pierre à l'édifice. Que là, finalement, les choses sont bien retombées, on n'a pas fait grand-chose, même si on a organisé des formations, des choses comme ça, mais on ne peut pas dire que ça a été un travail suivi. Voilà. Alors, pourtant, c'était inscrit. Pour nous, dans le plus, par exemple, voilà. Je suis responsable de la musique, mais on aurait pu travailler avec le bibliothécaire pour justement dynamiser ça, les réseaux auprès des EHPAD, etc., livres, musique et tout. Mais non, c'est chacun est très individualisé dans nos fonctions. Oui, mais après, déjà, dans nos fonctions individualisées, si vous voulez, ça aboutit à des choses que des fois, si le personnel s'en va, le travail, il s'arrête. Oui. Pour la bibliothèque nomade, en fait, ça fait 4 ans que je travaille dans le service, donc du coup, il y a des partenariats qui ont été mis en place depuis très longtemps. On travaille avec le CCAS de Toulouse et on a une convention en fait avec eux et donc on travaille avec pas toutes les maisons de retraite du CCAS, avec une grosse moitié on va dire. Et après c'est lié aussi par rapport à la pérennité, c'est lié aussi aux personnes. De l'autre côté c'est assez stable, mais c'est après les animateurs en fait qui vont être présents dans les établissements et qui vont être plus ou moins disponibles en fait. Pour le cas du CCAS, il peut arriver qu'un animateur soit positionné sur plusieurs maisons de retraite et donc du coup qui n'aura pas forcément le temps de
s'investir sur l'ensemble des maisons. Et puis du coup, là pour avoir assisté à une réunion il n'y a pas longtemps de préparation d'une animation, l'objectif maintenant c'est que dans les maisons de retraite où c'est possible, c'est que les résidents puissent être en autonomie en fait sur des animations qui vont être lancées par l'animatrice. Et après, voilà, elle lance, on va dire, une impulsion, et après, elle revient comme ça de temps en temps. Mais voilà, donc ça va être différent en fonction des lieux. En tout cas, voilà, on a une convention qui n'a pas été mise à jour, enfin voilà, qui est en tacite reconduction. Et après, ce qui nous manque, pareil, on n'a pas de suivi de ces conventions. Et ce qui nous manque, en tout cas, à la bibliothèque de Toulouse, c'est une sorte de juriste en fait qui permettrait de bien encadrer les choses et puis surtout de les suivre en fait. Parce que nous on est pris dans le feu de l'action, de nos animations, des dépôts de livres, etc. Et du coup ce travail de suivi, voilà, il ne fait pas très bien. Tu parles de convention, c'est la première mention que j'entends là autour de la table. Est-ce que c'est une convention cadre? Est-ce que dedans il y a des mentions de mise à disposition de personnel? Est-ce qu'il y a une dimension financière dans la convention ou ça reste très générique? Alors la convention en elle-même elle est assez courte, mais si je prends la convention par exemple avec la maison d'arrêt, là par contre on a une convention qui est assez importante. Voilà, là il y a une dimension financière effectivement sur si quand il y a des pertes de documents, voilà, qui est chargé de rembourser, etc. Et donc du coup c'est très encadré d'un point de vue juridique en fait. Donc, et après on a un deuxième outil, c'est ce qu'on appelle nous les fiches partenariats. Donc c'est plus un outil de travail pour nous qui nous permet d'identifier au quotidien avec qui on va travailler. Donc quels sont les référents côté bibliothèque nomade qui vont intervenir sur la structure et les référents aussi au niveau de la structure, ce qui permet de faciliter du coup, les relations de travail. Donc ça nous permet d'avoir les adresses mail, les coordonnées et puis de connaître aussi les besoins du coup, de la structure en nombre de documents qu'elle souhaite emprunter, en type de documents, quels sont les publics qui sont derrière. Et puis après, au fil de l'eau, voilà, de voir quel type d'animation serait intéressant de développer. Et voilà, sachant que comme règle, nous, on s'est fixé pas plus de 2 animations par an et par structure. Voilà, on travaille en tout avec 70 structures, donc c'est important. On est 10 dans l'équipe, mais en fait, concrètement, on est plutôt 6 ou 7 à intervenir vraiment sur les différentes structures. Donc, voilà, pareil partout. Donc, nous arrive on priorise en fait en fonction des besoins au niveau des établissements. Moi, je pense que cet exemple nous montre bien la différence qu'il y a entre, déjà, le fait qu'il y a une convention par rapport à des initiatives individuelles ou de services, mais également ça montre aussi qu'on est dans une économie de la pénurie. C'est-à-dire que si c'était un projet d'établissement, tu ne dirais pas, enfin un projet de politique culturelle générale, je ne dirais pas on est obligé de ne faire que 2 animations par an. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on finit par intégrer parfois dans nos pratiques professionnelles cette économie de la pénurie, du genre on fait avec les moyens qu'on a, et que effectivement je trouve l'intérêt de ce genre d'atelier en mutualisant nos expériences et nos réflexions, c'est peut-être de voir comment arriver à dépasser ce stade-là, des arbitrages contraints, pour construire des projets qui soient pris en compte au niveau décisionnaire, et c'est pour ça que je parlais des aspects financiers. Tu as répondu sur l'aspect, on va dire, contractualisation des problèmes, mais pas du financement global. Et dans vos récits, moi je vous demande qui a fait l'arbitrage pour savoir le temps que vous consacriez chacune ou chacun à ce type d'activité. Est-ce que à quel niveau ça remonte? Est-ce que voilà. Ça remonte pas. Enfin, ça remonte. Moi je sais que pour tous les projets que je mets en place, que ce soit pour des écoles ou des choses comme ça, j'en informe à supérieur hiérarchique. N+1. Voilà. Après il y a des histoires de couverture d'assurance. Si j'envoie un agent dans une
une école ou dans une EHPAD faire quelque chose et que sur la route il se casse une jambe, c'est pas qu'il soit assuré. Il y a un ordre de mission. Pas forcément un ordre de mission, mais il y a un mail qui laisse une trace comme quoi monsieur ou madame Attel était à tel endroit à telle heure pour éviter d'avoir des écoles. Et puis après, ça s'arrête là, libre. Moi, ma supérieure hiérarchie directe, de faire remonter à ses hiérarchies, si son travail à elle, c'est pas bien. Moi, je monte mes projets. Alors après, c'est vrai que, notamment, on parlait de portage et de choses comme ça, comme je sens que dans une grosse collectivité, et d'avoir un fonds conséquent à désherber, je peux. Les bacs sont pleins, surtout là j'arrive, donc c'est plein. Et, je peux mettre à disposition une partie du fonds pour faire un dépôt dans un foyer logement qui est à côté de la médiathèque. Mais c'est vrai que pour une petite structure, ça peut pas forcément aussi facile. Alors, moi j'ai trop de documents, donc désolé. mais après, quant au fait de faire remonter la hiérarchie, je pense que c'est. Moi, c'est faire remonter à la hiérarchie, éventuellement faire remonter la cible. Monter un projet global éventuellement à 4. Dans le cadre de l'élargissement des publics, on trouve cette dimension-là dans les contrats territoriaux. On signe l'élargissement des publics vers les tout petits, je suis intervenue en pédiatrie aussi, ou vers les personnes âgées. Au début, on met beaucoup d'énergie et l'idée, c'est d'autonomiser justement les établissements. Une fois qu'on a bien réfléchi ensemble de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut offrir, ensuite il y a de plus en plus d'autonomisation. Et avec les personnes âgées, le problème c'est le changement d'habitude. Donc il faut un certain temps pour qu'ils s'habituent à autre chose, qu'ils s'habituent à sortir l'après-midi là où ils ne sortaient pas, etc. Et une fois que ça s'est mis en place, ensuite ils ont plus forcément besoin de l'accompagnement des professionnels, selon certains besoins évidemment. Moi je me pose la question par rapport à la musique. Parce que là, on avait mis en place la venue des personnes âgées à la bibliothèque, puisque ça ne marchait pas de nous aller avec des documents dans cette maison de retraite, et ça a été un vrai succès. Et donc après ça, on n'avait plus rien à faire. Mais ils venaient, surtout dans l'espace actualité, presse et livres documentaires. Oui, de la musique. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question plus précisément de la musique, puisqu'on est parti sur les personnes âgées. Comment peuvent-ils être autonomes, un petit quart de 15 vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on fait avec, voilà, je sais pas. Est-ce que ce qu'on peut faire en EHPAD, c'est forcément lié à nos documents? Je parlais des dépôts, mais je pense, si je le ferais peut-être pour la forme, je ferais peut-être des dépôts de documents. J'ai envie de faire autre chose. J'entends pas sa question sur du document. Ce que j'entends, c'est aussi les actions. Le document, quelquefois, il est perdu en pause, il n'est pas du tout utilisé. Donc la question, c'est d'aller jusque comment est-ce qu'ils accèdent à la musique. Le document, c'est pas forcément la musique même. C'est que est-ce qu'ils dans l'EHPAD ou dans la maison de retraite, qu'est-ce qu'il y a comme endroit pour écouter de la musique, mettre la musique, qui a le droit de faire quoi. Et pareil dans la bibliothèque, c'est eux qui viennent. Est-ce que c'est des séances d'écoute spécialisées? Comment est-ce qu'on fait? Enfin, j'imagine des choses, mais est-ce qu'on peut parler de ça? Tout à fait. Bon, déjà, sur la question des dépôts, un dépôt n'a de sens que s'il est vivant. Voilà, c'est ça. Donc, je crois qu'on est tous d'accord. Donc, la question se pose de l'animation. Sinon, autant faire du désherbage. Enfin, oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Il n'y a pas besoin d'avoir un débat. Par contre, voilà. Enfin, quoique. Enfin, si je veux désherber, mais c'était pas pour C'était pas pour ça. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas à avoir un débat. Par contre, sur le fait de qui anime quoi, effectivement, ça, c'est une question fondamentale. Ça, d'une part, c'est aussi la suite de ma question sur les arbitrages. Parce que si c'est le personnel de l'établissement de lecture publique, c'est un arbitrage qui est très coûteux en temps. Et c'est pour ça que je dis, si ça se règle avec le N+1, quelle est la limite, par exemple? Je te pose la question parce que tu as donné un exemple, mais elle se pose à nous tous. C'est-à-dire, on connaît nos temps de travail, on sait le temps qu'on passe au service public, à la gestion documentaire, etc. On jongle un peu avec tout ça. Et ce qui reste de l'initiative d'aller vers, puisque c'est l'expression consacrée aujourd'hui, d'aller vers, eh bien, c'est en général sur le temps restant
Sauf à avoir une politique culturelle qui l'inscrit de façon claire et qui donne une mission qui permet de faire signer des conventions à la collectivité, etc. Donc je crois que ça, là on tient quelque chose, un noyau dur peut-être de ce qui peut nous permettre de progresser, de sortir de l'artisanat ou de l'initiative individuelle. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, voilà, j'amènerai à autre chose après. Ce que je voulais justement dire, parce que si c'est, je vois bien, on donne des livres, mais parce que ça nous arrange aussi quelque part. Non mais, excusez-moi, enfin, moi ça m'a toujours un petit peu choqué, ça, c'est comme quand on donnait nos livres à l'Afrique ou ailleurs, et puis on ne regardait même pas ce qu'il y avait dedans, alors que c'était absolument pas adapté. Donc si vous voulez, là je vois bien, moi je le vois, j'ai des collègues pleins de bons sentiments, qui quand on élimine des collections, commencent à mettre dans des cartons pour les donner aux EHPAD. Ils sont pas trop moches, ils sont, ouais, c'est bon. C'est peut-être la littérature de terroir, peut-être que, enfin, sauf que je suppose que c'est partout, il y a de la diversité dans les personnes qui sont dans ces types de lieux. Donc voilà. Ce que je voulais expliquer, si vous voulez, c'est que ce qu'il disait, c'est très juste, parce que si vous voulez, si c'est pas une vraie politique menée au sein de l'établissement, c'est que du bricolage. Donc un jour ou l'autre, ce bricolage, eh ben, soit il capote, soit... il faut que ça soit inscrit. Sinon, si c'est pas cadré, je sais bien qu'on n'aime pas trop bâtir des projets, monter des dossiers, bon, souvent, hein, mais n'empêche qu'on est un petit peu obligé, parce que si vous voulez, les animateurs des PAC, moi j'avais fait la liste de tous les animateurs, et comme mon collègue, je m'étais aperçu que les animateurs, malheureusement pour eux, ils étaient sur X établissements. Donc c'était très difficile pour eux, ils étaient quand même contraints dans le temps. Mais il y en a certains qui font des ateliers de musique. Moi je suis allée par curiosité parce que je pensais que ça faisait aussi partie de mes missions, d'aller voir quand il y avait des animations au sein des bibliothèques. Les bibliothèques, elles accueillent l'animation avec le RAN. Alors c'était une coopération entre le RAN et la maison de retraite. Et ça se passait à la bibliothèque qui s'appelle Nantia, pas très loin de Limoges. Elle accueillait ses intervenants, c'était le lieu où ça se passait. Donc si vous voulez, l'animatrice, eh bien, elle avait une guitare et elle chantait. Et elle prenait éventuellement des chansons qu'elle pensait ou sur la demande des personnes. Et voilà. Et c'était un lieu. Après, les personnes âgées, ce qu'elles faisaient, c'est que le deuxième temps, c'était histoire de détendre un peu l'atmosphère, que tout le monde se sente bien. Et après, la deuxième partie de l'animation a consisté à chaque personne âgée a été à une petite table avec 2 ou 3 enfants, et les collègues bibliothécaires avaient sélectionné des ouvrages que ces personnes âgées lisaient aux enfants. Voilà. Et c'était aussi pour permettre aux personnes âgées d'avoir du lien avec d'autres générations. Voilà. Donc, je trouvais que c'était plus enrichissant finalement ce que faisait ma collègue de cette bibliothèque municipale que ce que moi j'aurais pu apporter. Sauf que je pense que c'est faisable, ça nous donne les moyens, et qu'on recrute éventuellement des chefs de projet. On a bien des chargés de mission non mais il y en a pléthore maintenant. Donc pourquoi pas prendre des personnes comme ça. J'avais vu qu'il y avait des départements, ils avaient recruté des services civiques. Oui. C'était moi il m'a semblé, je n'ai pas vu fonctionner, mais ça me semblait une riche idée, parce que quand on avait fait aussi la formation en adéquation avec les animateurs d'EHPAD et les bibliothèques, il y avait aussi des personnes âgées qui avaient assisté, qui étaient venues en tant que témoins, tout ça. Et tout ce qu'elles souhaitaient, ces personnes âgées, c'est qu'on les amène à la bibliothèque. Voilà. C'est-à-dire que, pour peu que c'était des lecteurs avant, éventuellement, ils avaient des habitudes. Mais manque de bol, depuis qu'ils étaient en EHPAD, ils ne pouvaient plus aller choisir leur livre. Tout ce qu'on peut mettre, c'est que ces échantillons, finalement, combien il y a de rayonnage, c'est pas énorme, c'est pas une vraie bibliothèque. Donc eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était aller à la bibliothèque. À la source. Voilà. Et bon, et ben donc on avait dit, ce qu'il faudrait, mais il n'y a pas d'argent, donc voilà, le projet aurait été bien de mettre à disposition de ces établissements, les EHPAD, des petits bus
qui pourraient être payés, je ne sais pas moi, par le département ou autre, qui interviennent tel jour sur tel secteur, tel autre jour sur là. Parce qu'au moins, eh ben, on va vers une source de vie autre, si je peux me permettre. Bon, nous, ça a capoté parce qu'il n'y a pas de sous. Donc, Comment sont repérés les médiateurs qui peuvent mener ce type de médiation? C'est forcément quelqu'un qui travaille pour la médiathèque ou comment ça se passe? Parce que là, c'est une artiste avec une guitare, par exemple. non, c'était une animatrice de l'EHPAD. Voilà, la question, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, il faut identifier de part et d'autre les ressources. Oui, voilà, c'est ça. La ressource du côté de l'établissement qui fournit le service, ou l'animation, et la ressource du côté qui accueille. Et ça, il y a des inégalités criantes de ce côté-là. Tu pointes plusieurs choses, mais il y a, comment dire, sur la question des services civiques, des volontaires en service civique, effectivement, là, quelqu'un a posé la question des droits, que ce soit pour les droits de diffusion, pour les droits d'usage de ces volontaires, c'est quand même très encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut impérativement pas leur faire des choses qui sont de l'ordre de nos missions. Voilà. Donc trouver l'articulation entre effectivement ce que nous faisons de par nos missions, dans l'organigramme, et le soutien qui peut être apporté par ça. C'est pas du tout impossible, hein. Il y a des dizaines de milliers de volontaires qui rentrent bien dans les cases, mais c'est impératif de le penser en amont, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner prise à ce type de reproches qui pourraient juridiquement faire mal, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense à l'histoire des droits, je ne sais plus qui l'a posé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec toi, voilà. C'est exactement la même chose en établissement spécialisé que dans nos établissements. C'est des lieux publics et donc c'est la loi qui s'applique. Donc de ce point de vue-là, par exemple, beaucoup d'EHPAD sont dans l'illégalité en diffusant de la musique sans s'être préoccupés au moins de faire payer un abonnement forfaitaire à la SACEM, comme le font tous les établissements de lecture publique. Donc voilà. Ça aussi, c'est le genre de question qu'on doit se poser en amont. C'est à l'établissement c'est normalement la charge de l'organisateur de l'événement. Oui. Donc tout dépend en fait qui organise l'événement, si c'est la médiathèque qui fait hors les murs ou si c'est l'hôpital qui en prend en charge. enfin je ne sais pas un projet, mais voilà, on fait des séances d'écoute, c'est n'importe quoi dans un EHPAD régulièrement. Du coup, c'est la médiathèque qui doit prendre en charge. La réponse est ça dépend. Ça dépend de votre convention. Mais oui. Voilà. La convention peut dire c'est une opération hors les murs. Si c'est une opération hors les murs, ce qui se passe hors les murs, c'est la médiathèque qui le couvre avec son propre forfait. Si c'est une mise à disposition pour l'établissement, c'est à l'établissement de se couvrir. Et là, tu répondais plus sur le spectacle. Hein, mais en général, c'est de l'écoute, c'est de la diffusion, et ça, c'est un forfait annuel qui est en plus à la portée de tous les établissements. C'est plus par méconnaissance que par manque de volonté. Il y a des délégations partout sur le territoire. Absolument. Ils sont très réceptifs, ils n'ont pas la mauvaise réputation de la SACEM ne porte pas là-dessus. Là-dessus, ils sont très coopératifs. Ils sont très à l'écoute et puis ils vont te conseiller, si c'est pas tous les jours, tu peux... Ça, des forfaits occasionnels ou des forfaits annuels. Voilà, et c'est pas cher. Absolument. Voilà, ils ne cherchent pas à tout prix à faire entrer. Il faut ajuster. Je voulais vous amener sur un autre terrain parce qu'on tourne autour, mais c'est celui de la formation. Il va falloir, si on veut aller plus loin sur le sujet, se poser la question de la formation des intervenants aussi bien, comme on l'a dit, des structures culturelles et du côté des partenaires. Parce que ça n'est pas inscrit dans nos cursus de bibliothécaires, ce type d'intervention. En général, on va chercher du côté de la formation continue. On s'inscrit souvent sur des stages qui ne sont pas à destination de notre secteur culturel, ce qui n'est pas un problème en soi, hein. C'est juste qu'il faut là aussi identifier le besoin et les ressources qui existent. Toutes les délégations du CNFPT, par exemple, ne proposent pas des formations dans ce domaine. Parfois, il faut aller chercher loin ce qui pourrait répondre à nos besoins, négocier ça dans le plan de formation interne, puis dans le plan de formation général, puis avec les frais de déplacement. Enfin, voilà, je ne vais pas plus loin, vous connaissez ça par cœur, mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et
même si on n'a pas de moyens d'action dessus, il faut au moins identifier le niveau de formation de nos interlocuteurs. J'ai pu vérifier que certains font de l'animation musicale sans avoir ni formation musicale ni formation d'animateur. Ouais. Tout simplement parce que y a de la bonne volonté, moi je veux bien y aller, et que quand on monte une convention de partenariat, c'est peut-être l'occasion de pointer les responsabilités réciproques, pas en termes seulement d'obligation, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également alerter sur cette nécessaire formation. Parce qu'on peut dire que oui, la musique ne fait pas de mal, je veux dire, même si la personne se contente de poser un disque et puis de dire qui veut danser, ou etc. Je veux dire, il y a des niveaux de compétences dans l'animation qui sont très, très, très variables, mais là aussi, je crois que ça fait partie de la démarche. On est dans la méthodologie de projet, là, de toute façon, et voilà, ce qui est important, c'est qu'au moins on prenne le temps entre nous de balayer un peu toutes ces étapes qui sont impératives, au moins à réfléchir. On n'arrive pas toujours à aboutir sur chacun des points. Par exemple, qui parmi vous a eu une formation pour être intervenant, par exemple, En quoi? en musique, par exemple? Oui. Je suis dans la musique depuis que j'ai 3 ans. Donc c'était antérieur à ton choix des bibliothèques. Vous m'auriez dit que j'étais bibliothécaire il y a 10 ans, je vous aurais rayonné, clairement. Non, j'ai découvert le métier de bibliothécaire en tant que service civique. Mais oui, j'ai été formée à l'intervention, en milieu scolaire notamment. Oui, donc. En tant que bénévole, Dans quel cadre? c'est un diplôme. Le DUMIST. Et les DUMIST. Ouais, DUMIST. Et justement, c'est toi là qui peux nous apporter, juste parce que tu fais partie de ces bibliothécaires qui ont une plus-value de par leur parcours précédent. Chacun, je suis sûr, si on refait un tour, je vous ai parlé de ça, mais chacun pourrait dire, bah oui, moi j'apporte dans ma pratique professionnelle des choses que j'ai apprises qui n'étaient pas du tout en lien avec ça. La pratique musicale, la formation musicale et la capacité à transmettre, c'est en plus pas les mêmes étapes, mais c'est quelque chose de précieux, mais qui, voilà, tu es seul à avoir cette expérience-là. Et est-ce que d'autres ont cherché à avoir une formation ou considèrent que c'est juste leur métier de médiateur, de passeur, mais que comment dire, la fonction d'animation, elle, c'est autre chose, c'est pas... Moi, avant, j'étais pas bibliothécaire, j'étais enseignante en clarinette. Ah bah alors... Mais c'est pas du MIS, c'est encore différent. On pourrait se compléter. Vous échangerez vos coordonnées. Et si on n'a pas la formation, on peut faire appel à des gens, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on fait à la BDB de la Haute-Loire. On n'a pas de formation, nous, mais on a trouvé les financements pour payer quelqu'un, un violoniste, qui a Ça vous a fait un budget? Un petit budget pour avoir. D'accord. Et le budget, vous l'avez obtenu? En passant, en allant voir au département, le service des personnes âgées, demander le financement, on a monté un projet. D'accord. C'est un partenariat interservice, finalement. C'est la direction des affaires sociales qui vous permet de financer une partie de vos activités. On a dit on donne ça, oui d'accord, très bien, on donne temps. Et donc on paye une personne, on y va avec elle aussi, mais en tout cas c'est elle qui fait l'animation dans les EHPAD. Là, je vois qu'il y a de la prise de notes parce qu'effectivement, au sein des collectivités, on a trop souvent l'habitude de fonctionner par silo. Culture, DRAC, et puis alors que le bureau d'à côté, il peut y avoir des ressources. On a été les voir, on a fait plusieurs réunions, on a monté un projet. Et le département a dit ok, on vous finance tant par an pour faire des animations auprès des personnes âgées. On a pris une partenaire, une femme qui fait du violon et qui a l'habitude de travailler avec les petits, les enfants. Là, elle va en EHPAD avec elle. Et elle forme aussi le bibliothécaire qui est à côté en même temps. Elle explique tiens, quand tu seras tout seul, tu pourras faire ça, c'est possible aussi. Elle forme aussi. La formation de formateurs en interne. Voilà. Et je reformule ma question. C'était un projet de service de l'ABD ou c'était une demande ou une proposition des affaires sociales? Non, c'est de l'ABD. C'est nous qui avons eu l'idée. On s'est dit on va travailler avec les EHPAD, qu'est-ce qu'on fait?
d'abord se renseigner auprès un petit peu plus haut, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Mais donc ça peut marcher dans les deux sens. Dans la loi, moi j'ai le souvenir que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est le DGA aux affaires sociales qui a dit mais on a une super médiathèque, il faut qu'elle nous serve aussi. Voilà. Mais bon, dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple parce que le dossier, c'est eux qui le montrent. Et qu'on dit, voilà, on peut dans telle proportion, on peut dégager. C'est pour ça que je parlais des arbitrages. On a une équipe de temps, un tel peut consacrer 20% à ça, etc. Oui, et ça fait partie après de la convention. Le service qui était venu nous voir, c'est un petit peu celui avec lequel vous avez signé, ils étaient venus carrément pour qu'on vienne faire des choses avec eux. Sauf qu'à l'époque, la direction n'était que pour, dans l'esprit d'acheter des collections. Donc comme elle ne pouvait pas avoir d'aide par rapport à ça, finalement, ils n'en étaient pas en adéquation. Alors que oui, voilà, eux, ce qu'ils voulaient, c'était ça. C'est qu'on bâtisse avec eux un projet pour intervenir auprès des EHPAD à l'époque, mais sous une autre manière. Donc bon, après, c'est des questions de volonté. Voilà, on ne s'est pas trouvé à ce moment-là, mais c'est eux qui étaient venus nous chercher. Alors que toi, vous, c'est la merde. Oui, parce qu'il y avait de l'argent, je sais comment ça s'appelle. Il ne faut pas hésiter à aller voir les conservatoires ou les écoles de musique aussi. Parce que pareil, les enseignants de ces structures peuvent peut-être aussi apporter, en fonction aussi de votre tutelle, je sais que dans ma collectivité actuelle, il n'y a pas de formation du personnel en interne. Et je pleure dans une collectivité qui me proposait gracieusement. Oui. Ça peut se faire aussi. Effectivement, moi je l'ai pratiqué beaucoup le partenariat avec l'école de musique. La difficulté étant qu'ils ont un statut d'enseignant avec un nombre d'heures. Et qu'il y a une négociation à avoir soit pour augmenter leur nombre d'heures, soit pour dégager du temps sur leur quota. Qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, oui. Mon conjoint est professeur de saxophone. Oui. Je vous donnerai son contact. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inclus dans leur mission pédagogique. Voilà. Ils n'ont pas demandé d'heures supplémentaires, ils n'ont pas demandé. Voilà. Sauf si c'est récurrent sur toute une année, sauf si c'est bien. vraiment un projet ponctuel. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça fait partie de leur mission. Exact, sur les projets ponctuels. Mais comme on parle de pérenniser ce type d'action, effectivement, là encore, si on a un projet d'établissement, lecture publique, même musicale, mais qu'il n'y a pas un accord pour que le projet d'établissement de l'école de musique ou du conservatoire intègre aussi ce type d'apport, de compétences qu'on n'a pas en interne, effectivement, ça ne peut être que du coup par coup. Donc je pense que c'est important aussi à voir comme ça, parce que les chefs de service se connaissent en général, mais ne pensent pas forcément à ce type de partenariat. Ce qui marche très bien, moi, c'était les classes, comment on appelle ça, les masterclass, c'est-à-dire faire venir à la médiathèque les profs dans le cadre de leur quota horaire, et qu'ils venaient donner cours là, mais publiquement, ça permettait pour eux de sensibiliser un public qui n'allait pas au conservatoire, etc. Alors, il y a de l'intergénérationnel là-dedans, etc. Mais c'est à penser vraiment en termes de partenariat. Quand je dis en amont, on part toujours à un instant T. Donc, aujourd'hui, on peut négocier pour qu'à partir de septembre, par exemple, il y ait une collaboration. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que, par exemple, vous éprouvez un besoin de formation pour avoir ce type d'action à l'extérieur? Est-ce que c'est important, par exemple, qu'on fasse ressortir de l'atelier que dans nos activités professionnelles, il y a des manques en formation pour développer ce type de... Moi, je pense, oui. Au public, oui, moi personnellement, j'ai fait des formations pour des interventions, pour les accueils de classe, c'était pas rien, et tant mieux. Enfin, ça m'a appris à faire des choses. Et au même titre, moi, j'aimerais bien avoir des formations concernant qu'est-ce qu'on fait exactement comme type d'animation avec ces Oui, c'est ça. Plus que de la formation en piano à queue ou... Ah oui, non, bien sûr, mais les bibliothécaires, ce n'est pas des animateurs professionnels, ils ont besoin de savoir construire.
c'est ça. Et ça, moi j'en ai besoin un peu personnellement. Voilà, quand je parle de formation, c'est générique, hein, ça peut être de la médiation jusqu'à la formation professorale. Je veux dire, là aussi, l'éventail est là. C'est pas tout à fait. Ça parle de formation, mais c'est pas tout à fait le sujet. Mais on a mis en place au sein de la bibliothèque nomade, on a une flotte de tablettes numériques en fait. Et on s'est dit, on pourrait faire des choses en maison de retraite avec ces tablettes. Et du coup, les collègues se sont formés avec l'organisme qui s'appelle la Souris Grise. Vous connaissez. Et du coup, il y avait une formation qui s'appelait Senior et numérique. Et du coup, qui était vraiment super parce que, du coup, l'intervenante était très bien et donnait des idées d'animation en fait clés en main avec des applis qu'on peut utiliser, etc. Et du coup, voilà, j'ai une de mes collègues qui est revenue, elle était à fond, elle était là, ouais, super, je vais faire des quiz et tout. Et du coup, voilà, ça a été l'occasion du coup de prendre en main ces tablettes. Et du coup en équipe de faire un effet boule de neige en fait. Et du coup on a fait des quiz musicaux, notamment à Seigneur et Plus, on a fait un quiz sur Joe Dassin et puis un quiz après sur l'art, enfin bon, on peut faire des quiz sur ce qu'on veut, avec l'application Kahoot et du coup qu'on a utilisé, on a fait venir des résidents du coup, à la bibliothèque pour jouer avec eux et puis on l'a fait du coup, sur le bibliobus dans le cadre de Seigneur et Plus en mode nomade, cette animation. Donc voilà, c'était juste pas pour c'est quelque chose, les formations Souris Grise sont très chères. Il faut vraiment un établissement qui a les moyens pour payer sur des formations. Les BDU, c'est très cher. On va voir avec les BDU. Il faut aussi solliciter. C'est 2 000 €, mais non, c'est vraiment très cher. 2 000 € Ouais. Nous, c'est ce qu'on a payé pour la formation. Pardon, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. C'est 2000. Ouais, c'était dans les 2 000 €, 2 500 € la journée. Ah mais ça c'est ce qu'on paye à l'organisme de formation. Ensuite il y a payé à la Souris Grise pour former 5 bibliothécaires. 5 seulement. Et là il faut aller à 12. Il y a 5 qui sont. Ok, non mais effectivement, dans ce domaine, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur les CNFPT, parce que c'est aussi dans leur mission, et aussi bien d'ailleurs pour les écoles de musique. Moi j'ai souvent trouvé des choses plus intéressantes dans d'autres secteurs que le nôtre, par rapport à des besoins précis. Par rapport au CNFPT, c'est quelque chose que vous, en tant que bibliothécaire, vous pouvez faire remonter au CNFPT, c'est votre besoin. Et ensuite, le CNFPT organise la formation dont vous avez besoin. Ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Oui, c'est ce qu'on fait. Quand il y a des formations qui sont bien trop chères pour nous, parce que sur un budget, on peut en faire deux formations qui sont à un coût de 2 000 €. Généralement, on contacte la représentante sur une loge et elle fait si ça entre dans son. Voilà. Mais par contre, alors, ce qui est bizarre après, c'est que, je ne sais pas comment ça se passe dans vos départements, mais il s'est arrivé qu'après, elle n'arrive pas à les remplir, les stages. Donc, certains stages sont annulés, faute de participation. Entre le temps de faire remonter le besoin, l'organisation et la disponibilité des équipes, ça c'est récurrent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Non, non. Dans les minutes qui nous restent, je vais vous proposer, si ça vous intéresse, peut-être très rapidement débaucher une boîte à outils, voir ce qu'on pourrait mettre dedans pour que cet atelier puisse donner des suites et puis que par exemple avec l'ABF on puisse voir comment chacun avec nos compétences respectives on pourrait remplir cette boîte à outils. Il y a par exemple le prêt de matériel, ça a été dit en tout début d'échange. Je peux faire juste une toute petite parenthèse sur le prêt de matériel. C'est un petit peu en lien avec la formation parce que ce n'est pas de la formation professionnelle et c'est pas dans le cadre d'une formation. Néanmoins, dans les établissements hospitaliers, quand on intervient, on a des personnes en ressources qu'on croise nulle part ailleurs et qui sont ultra importantes et très enrichissantes sur nos pratiques, c'est les ergonomes. Et les ergonomes, notamment sur le matériel d'écoute, c'est les meilleurs conseillers qui soient, parce que selon les services où vous allez aller, selon les pathologies, selon les publics, un matériel de lecture qui sera valable dans un service n'est pas forcément dans l'autre et vice-versa, de la même manière que la manipulation des documents et de la même manière finalement que les animations.
Et le meilleur contact dans les services et qu'il faut absolument associer à un montage de projet, vraiment c'est l'ergonome et les apports de cette profession sur les animations qu'on peut monter. En fait, ça nous enrichit, y compris après, en dehors de ces interventions-là et dans l'absolu dans nos établissements, et à réfléchir sur nos collections ou nos matériels, etc. Mais en tout cas, moi, c'est à chaque fois que j'ai eu des plaisirs à échanger avec un ergonome, je suis sûre que ça a construit une manière de voir les choses qui est toujours utile maintenant. Et ça, c'est une vraie plus-value. Et voilà, c'était aussi pour dire que dans tous ces montages de projets, alors qu'on assoit avec des conventions, avec des reconnaissances dans les missions du service, etc., vraiment le partenariat, l'échange et la co-construction avec les professionnels, elle est indispensable parce que c'est eux qui connaissent le mieux quand même. Et ça fait partie d'un projet culturel à l'hôpital. Pourquoi il y a des projets culturels dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé? C'est aussi pour permettre une approche différente que celle du soin entre le personnel et les patients. Et c'est pour ça que le personnel, malheureusement, le contexte, pas seulement Covid, mais même déjà avant, en restriction, fait que c'est toujours compliqué et que tout le monde ne peut pas participer à un projet autant qu'il le souhaiterait, mais c'est indispensable et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Voilà. Juste... Et moi, je trouve que ça ne nous forme pas de manière formelle, mais ça nous forme certainement sur plein de choses. Voilà, donc il nous reste 2 minutes avant de se séparer pour l'Assemblée Générale. N'oubliez pas, l'Assemblée Générale, où nous allons élire un nouveau conseil d'administration. Donc cette question de boîte à outils, j'ai pensé aussi, quand tu as parlé d'une fiche technique, je pense que chacun dans son coin, quand on se fabrique des outils, il serait peut-être bon qu'on ait une boîte dans laquelle on les mutualise pour faire de l'auto-formation collective. Voilà, j'avais noté ça, le prêt de matériel, les questions des droits, enfin, c'est toujours bien de lister et de rappeler les choses parce qu'il y en a qu'on connaît et celles où on a besoin de se former, mais le fait d'avoir une boîte à outils cohérente, ça pourrait être intéressant. Et donc en terminant, Hélène, la commission, elle existe toujours? Oui. Elle est toujours en activité ou elle a besoin d'être... Elle accueillera avec plaisir de nouveaux collègues. Ok. Voilà, parce que ça peut être une suite à donner. C'est peut-être pas la peine que la CIM crée une commission en double de celle qui existe déjà à l'ADF, mais peut-être qu'on travaille vraiment en commun pour éventuellement construire cette boîte à outils et surtout la remplir. Voilà. Et ensuite la diffuser sur nos réseaux associatifs et au-delà bien sûr des adhérents de l'ADF et de la CIM, mais voilà, pour notre monde professionnel en général. Voilà ce que je vous propose comme perspective pour qu'on se quitte sur une note constructive. Merci de votre participation.